présidentielle suivi du PDS 12. Les détails des résultats dans un instant. Vous entendrez également les réactions de mandataires. Destruction de mausolées et mosquées à Tombouctou. Les ambassadeurs de l'UNESCO demandent la création d'un fonds spécial pour aider le Mali à conserver son patrimoine. Une mission sera envoyée sur place pour évaluer les dégâts. Notre enquête du jour qui porte ce soir sur l'insuffisance rénale, un véritable problème de santé publique. 250 à 300 nouveaux cas chaque année, cause, moyens de prévention, des éléments de réponse avec Abasso. Et puis, Conseil des ministres ce mercredi, le président Macky Sall se félicite du travail accompli par la radio-télévision sénégalaise. Parlons d'abord donc du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi. C'est avec Ndeye Ndella Diouf. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 4 juillet 2012 à 10h au Palais de la République sous la présidence de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Le président de la République a commencé sa communication en félicitant le peuple sénégalais pour la maturité et la responsabilité dont il a fait preuve à l'occasion des élections législatives du 1er juillet 2012, pendant la campagne électorale comme durant le jour du scrutin. Il a également tenu à féliciter l'ensemble des acteurs, notamment les partis politiques et coalitions qui étaient en lice, le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des élections, la Commission électorale nationale autonome Sénat, la justice, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA, la radio-télévision sénégalaise RTS, les observateurs, les médias, les forces de sécurité et la société civile. À ce propos, le chef de l'État a souhaité que cette 12e législature soit l'occasion de réconcilier le peuple sénégalais avec une Assemblée nationale représentative, responsable et crédible. Le président de la République a souligné que, passé ce moment de la vie démocratique du pays, il importe à présent d'offrir aux populations des solutions viables et durables à leurs préoccupations quotidiennes. À ce titre, il a invité le Premier ministre à finaliser dans les meilleurs délais la déclaration de politique générale qui doit être la réponse aux attentes incompressibles de nos concitoyens. Concernant cette déclaration de politique générale, le chef de l'État a demandé qu'elle soit en conformité avec les engagements pris et les orientations définies durant la campagne électorale pour l'élection présidentielle dans son programme de candidat Yoonu Yokkute, le chemin de la prospérité et aux conclusions des assises nationales, engagements et orientations qui ont comme principale cible les femmes, les jeunes et le monde rural. Il a ensuite fait noter qu'il attend du gouvernement des résultats à la mesure des espoirs de la population et que l'impératif de rupture ne doit pas être une simple rhétorique, mais être réel et traduit dans les actes de tous les jours. Pour asseoir ce nouvel esprit, le président de la République a demandé au Premier ministre de définir une stratégie de promotion pour le développement de groupes privés industriels et financiers nationaux avec des managers sénégalais expérimentés et rigoureux. Sur ce point, il a invité le Premier ministre à travailler à la mise en place d'une plateforme État-secteur privé pour l'appropriation de cette nouvelle pédagogie économique. Abordant la question de la pêche, le président de la République a, au-delà de l'annulation des licences précédemment accordées aux navires étrangers, demandé au ministre de la Pêche et des Affaires maritimes de prescrire un repos biologique de 6 mois au moins pour la préservation des ressources halieutiques. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a invité le Premier ministre en cette période pré-hivernale à accorder toute l'attention requise au monde rural et à prendre les dispositions appropriées pour un suivi et un traitement du phénomène des inondations récurrentes. Au titre de ses activités internationales, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il a pris part le jeudi 28 et le vendredi 29 juin 2012 à Yamoussoukro, République de Côte d'Ivoire, à la 41e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au cours de la session, ont été successivement examinés le rapport intérimaire du président de la Commission sur l'état de l'organisation et la situation politique, sécuritaire et économique dans la sous-région, le rapport du président du Conseil des ministres et les rapports relatifs à la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Le chef de l'État a précisé qu'il a saisi l'occasion de ce déplacement pour recevoir en audience la communauté sénégalaise établie à Yamoussoukro.
Pour clore sa communication, le président de la République a porté à la connaissance du Conseil qu'il a reçu le lundi 2 juillet 2012 Mme Fatou Bensouda, procureure générale près de la Cour pénale internationale, et qu'il a présidé le même jour une réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Dans sa communication, le Premier ministre a félicité le président de la République pour la large majorité sortie des urnes en cohérence avec le vote massif du 25 mars 2012. Pour mener à bien les Excusez-moi. Pour mener à bien les changements attendus pour le redressement du pays et la prise en charge des préoccupations les plus urgentes de nos compatriotes, rendant compte de ces activités, le Premier ministre a porté à la connaissance du Conseil qu'il a présidé le 29 juin 2012 en présence de plusieurs membres du gouvernement une rencontre. Voilà la suite donc de ce communiqué du Conseil des ministres rendant compte de ces activités. Le Premier ministre a porté à la connaissance du Conseil qu'il a présidé le vendredi 29 juin 2012 en présence de plusieurs membres du gouvernement, une rencontre d'échange et de partage avec les forces vives de la nation sur les premières actions entreprises par le gouvernement 3 mois après sa formation. Il a souligné que cette rencontre a été hautement appréciée par l'ensemble des participants qui recoupaient un spectre très large de forces sociales et économiques. Il a relevé de cet enthousiasme témoignage de l'engouement des Sénégalais pour ce genre d'exercice. Poursuivant sa communication, le Premier ministre a estimé que les encouragements formulés à l'endroit du gouvernement pour les actions entreprises en si peu de temps doivent être une source de motivation supplémentaire et amener tous ses membres au dépassement, à plus d'engagement et de détermination. Le Premier ministre a ensuite relevé que la prochaine étape sera sa déclaration de politique générale devant la représentation nationale, occasion privilégiée de décliner les orientations majeures de la feuille de route du gouvernement conformément aux orientations du programme Yonu Yokute. Concernant la lutte contre les inondations, le Premier ministre a donc annoncé qu'il envisage très prochainement une visite des principaux sites inondables de la banlieue de Dakar pour prendre connaissance de l'état de mise en œuvre des diligences de l'état de fonctionnalité du dispositif de pompage et de finalisation des ouvrages de drainage. Le Premier ministre a ensuite rappelé que la forte préoccupation du gouvernement quant aux nombreux cas de noyades observés pendant l'hivernage avec la fréquentation plus assoudie par les jeunes de certaines plages interdites ou non autorisées pour les baignades. Il s'est également vivement préoccupé de la violence récurrente constatée à l'occasion des compétitions sportives régulièrement en ce qui concerne le football et la lutte. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait au Conseil une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a rendu compte au Conseil de l'état d'exécution de la campagne agricole. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Relations avec les institutions a rendu compte au Conseil de la participation d'une délégation, une tripartite sénégalaise, à la 101e session de la Conférence internationale du travail qui s'est tenue à Genève en Suisse du 28 mai au 15 juin 2012. Les autres ministres interpellés ou concernés par les questions évoquées ont pris la parole pour apporter des compléments d'information et rendre compte des activités de leur département. Tirant les conclusions des débats, le président de la République a tout d'abord demandé au Premier ministre, au ministre de l'Économie et des Finances et au ministre de la Femme, de l'Enfant et de l'Entrepreneuriat féminin de faire le point sur l'opération de distribution de vivres de soudure. Constatant la multiplication des décès dus à la foudre, le chef de l'État a instruit le ministre de l'Intérieur de poursuivre et d'accélérer le programme d'installation de paratonnerres. Revenant sur la nécessité de lutter contre les noyades, le président de la République a demandé que les actions de communication, de prévention et de surveillance soient mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur et des Forces armées
en étroite relation avec les maires des zones concernées. Abordons la question des violences dans le sport. Le chef de l'État a donc engagé le ministre des Sports à prendre en relation avec les départements ministériels concernés toutes les mesures de réglementation, de prévention et de sensibilisation des acteurs afin que le fléau soit jugulé et que le sport reste ancré dans les valeurs et traditions de paix. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret donc portant organisation et fonctionnement des institutions de prévoyance maladie IPM d'entreprise et inter-entreprise. Le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Monsieur Thierno Seydou Niane, comme économiste précédemment coordonnateur de l'unité de coordination et de suivi de la politique économique, est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en remplacement de monsieur Mamadou Falilou Diagne, appelé à d'autres fonctions. C'était là le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Autre temps fort de l'actualité, c'est la proclamation provisoire des résultats des élections législatives du 1er juillet dernier. Il concerne le scrutin proportionnel et départemental et c'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui remporte largement la mise, suivie du PDS. Les détails avec le président de la Cour d'appel. Il est au micro de Penambo. Résultat du scrutin départemental et du scrutin proportionnel à l'élection législative de 2012. Au scrutin proportionnel, d'abord avec un taux de participation fixé à 36,67% et un quotient national de 32 696, ce qui donne pour l'élection proportionnel. PVD, 2 députés, 2 sièges. MPS Fahas, 1 siège. MRDS, 2 sièges. URD, 1 siège. AJ, PADS, 1 siège. CPJE, 1 siège. Bës du Ñakk, 4 sièges. Bokk Gis Gis, 4 sièges. PDS, 9 sièges. Tekki 2012, 1 siège. DST Alassane Ndoye, 1 siège. Leral, 1 siège. Bokk Gis Gis, Bokk Yakaar, Benno Bokk Yakaar, 32 sièges. En conséquence de ce que je viens d'appeler, la liste des candidats élus au scrutin proportionnel provisoirement s'établit comme suit. Élus sur la liste Benno Bokk Yakaar: Moustapha Niass, Awa Gueye, Moustapha Cissé Lo, Yetta Sow, Samba Koita, Aïssata Daouda Dia, Djibril Dia, Aïssatou Sow Diawara, Oumar Sarr, Thilo Sarr, Mohamed Diédhiou, Khary Diaw, Mohamedou Ngom, Kati Cissé, Barthélémy Toye Dias, Maguette Mbodj, Abdou Mbow, Mously Diakhaté, Cheikh Tidiane Ndiaye, Aminata Diallo, Thierno Bokoum, Marie-Thérèse Aïda Seck, Samba Dioulde Thiam, Yaye Ndaw Diop, Daouda Dia, Ndeye Lucie Cissé, Samba Demba Ndiaye, Awa Ndiaye, Mar Diouf, soit 29 sur la liste Benno Bokk Yakaar. Ensuite, 30 Awa Dia, 31 Abdou Ndiaye, 32 Ndeye Dieynaba Ndiaye, 32 sur la liste Benno Bokk Yakaar. Leral, El Hadji Moustapha Diouf. DST Alassane Ndoye, Tekki 2012 Mamadou Lamine Diallo. Parti démocratique sénégalais Oumar Sarr, Fatou Thiam, Souleymane Ndéné Ndiaye, Awa Diop, El Hadji Ousmane Alioune Ngom, Aïssatou Mbodj, Mamadou Lamine Thiam, Woré Sarr, Modou Diagne. 9 élus sur la liste proportionnelle PDS. Bokk Gis Gis Papa Diop,
Khadijatou Diédhiou, Mamadou Seck, Seynabou Wade, Bess du Ñakk, El Hadji Mansour Sy, Hélène Marie Ndione, Cheikh Oumar Sy, Ndeye Awa Mbodj, MRDS, Mbaye Niang, Mame Mbayam Gueye, CPJ Nayler, Demba Diop, AJ/PADS, Mamadou Diop Decroix, URD, Djiboka, MPS Faxas, Serigne Khadim Thioune, PVD, Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, Sokhna Dieng. Voilà pour les candidats provisoirement déclarés provisoirement élus sur la liste sur le scrutin proportionnel. Je donne maintenant les sièges attribués au titre du scrutin majoritaire. Scrutin majoritaire. Parti démocratique sénégalais, 3 sièges. Benno Bokk Yakaar, 87 sièges provisoirement élus. Voilà, c'était tout. Voilà la suite donc des résultats des mandataires de la coalition Benno Bokk Yakaar, du PDS, de AD Pencho et de CPJE Nayler ont apprécié la décision provisoire de la Cour d'appel. Voici leurs réactions. Ils sont interrogés par Penambo. C'est un résultat honorable. Comme vous le savez, le PDS sort d'une défaite lors des élections présidentielles de 2012. Nous avons fait l'objet de tracasseries. Mais malgré tout, le Parti démocratique sénégalais est resté debout. Et nous sommes aujourd'hui la première force politique de ce pays. Il ne faut pas trop se fier sur les chiffres. C'est quand même une coalition de plus de 60 partis. Et là, nous avions décidé d'aller seuls aux élections législatives. Nous avons récolté 9 députés sur la liste nationale. Nous avons gagné le département de Koungheul et le département de Kédougou. Le scrutin s'est déroulé dans la transparence absolue. Les résultats sont clairs et nets, sans appel. Le peuple sénégalais a décidé démocratiquement et c'est une avancée encore démocratique pour notre pays. Il faut souhaiter que ça aille de l'avant, que nous ayons une assemblée qui reflète les palpitations, les préoccupations de notre pays. En ce qui nous concerne, nous avons une grande coalition. Ce n'est pas seulement une coalition de partis, c'est une coalition de sensibilité patriotique notamment, coalition de compétences qui seront mises au service de notre démocratie, de notre développement, des aspirations de nos populations. C'est une Assemblée nationale qui va être une Assemblée nationale de rupture parce que toutes les composantes de Benno Bokk Yakaar en sont d'accord. C'est à la fois un sentiment de satisfaction parce que 13 listes vont être représentées au niveau de l'Assemblée nationale et nous sommes la 14e sur 24 listes. Après 3 ans d'existence, nous avons eu comme objectif de nous peser et de ne pas être un parti politique qui passe son temps à s'embarquer dans des alliances. Nous nous sommes pesés et cette élection législative nous a permis de savoir ce que nous représentons au niveau du Sénégal. Nous avons été présents dans 19 départements au lieu de 45 et cela nous permet de voir en réalité que le discours que nous avons porté au niveau des Sénégalais, ils l'ont bien entendu et ont répondu favorablement. Après un mois de campagne et de préparation, et malgré les contraintes et difficultés que nous avons connues par rapport à l'organisation des élections, nous sommes classés aujourd'hui 9e et nous avons un siège de député. Donc 9e sur 24, nous pensons que c'est honorable et cela prouve que les Sénégalais ont adhéré au contrat proposé par notre tête de liste, notre leader Demba Diop Sy. Et nous profitons de cette occasion pour saluer véritablement et remercier tous les Sénégalais.
Voilà, réaction de mandataire après la proclamation provisoire des résultats des législatives du 1er juillet dernier. Parlant justement de ce scrutin, les parties prenantes aux législatives donc continuent de tirer le bilan du scrutin de dimanche dernier. La RADDHO constate le faible taux de participation. La rencontre africaine des droits de l'homme a fait des recommandations dans le sens de mieux sensibiliser les électeurs. 2 jours après le scrutin du 1er juillet 2012, la RADDHO, rencontre africaine des droits de l'homme, tire son bilan. Le processus des législatives, en dépit de quelques contestations, irrégularités et incidents, s'est bien déroulé de façon globale. La campagne électorale a été pacifique de façon générale, malgré le peu d'engagement qu'elle a suscité. Le scrutin s'est déroulé avec calme et sérénité sur l'ensemble du territoire. Et les populations sénégalaises maîtrisent bien les opérations électorales. Malgré l'existence de 24 listes, les gens ont voté assez rapidement. Cependant, il faut renforcer le consensus national sur le processus électoral par la capitalisation des acquis engrangés tout au long de notre histoire électorale. Le faible taux de participation est constaté dans tout le pays selon le président de la RADDHO. Et pour plus de présence, des recommandations ont été émises par la structure. Le fait qu'on ait eu un faible taux de participation, après quand même une mobilisation depuis le 23 juin, après une remontée démocratique qui nous a quand même permis d'avoir une deuxième alternance saluée par le monde entier, doit nous pousser quand même à nous interroger pour dire est-ce que ce taux de participation n'est pas le premier raté de notre remontée démocratique et citoyenne. Nous nous demandons de retourner au couplage qui va créer peut-être un peu plus de cohérence, qui va créer beaucoup plus d'économie, avec également l'adoption du bulletin unique. Avec 540 observateurs et 45 superviseurs déployés sur l'ensemble du territoire, les agents de la RADDHO ont pu visiter plus de 2749 bureaux de vote. Une mention spéciale a été décernée à la presse nationale par la RADDHO pour la couverture remarquable qu'elle a faite durant tout le processus. La commission d'observation de la société civile africaine félicite tous les acteurs qui se sont investis pour des élections libres et transparentes au Sénégal. Ces 30 observateurs envoyés par 15 ONG ont dressé un bilan positif à mi-parcours du déroulement du processus électoral. Ils comptent rester au Sénégal jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Donc, la mission d'observation a aussi salué l'engagement du ministère de l'Intérieur et de la Sénat. Écoutons à ce propos Innocent Touré, chef de la mission d'observation, au micro de Turodia. Le Sénégal de la démocratie, le Sénégal des valeurs, le Sénégal de la maturité vient d'édifier une fois de plus notre mission d'observation électorale de la société civile africaine à l'issue de l'observation du processus électoral de ces élections législatives du 1er juillet 2012 en République du Sénégal, après, bien entendu, les actes globaux nobles, notés et appréciés par notre dynamique de mission lors des premiers et deuxièmes tours de la présidentielle 2012 passée. Avec le constat d'une campagne électorale terne qui a précédé les opérations de vote opérées lors du scrutin législatif du 1er juillet 2012 par l'électorat sénégalais, avec une participation timide en matinée, laquelle s'est légèrement améliorée en fin d'après-midi, constitue, à l'entendement de notre mission, un des messages forts de scrutin lancé par le peuple sénégalais et qu'il convient aux politiques nationales sénégalaises de grandement décrypter par une concertation ou une réflexion nationale. Le couplage des élections, entre autres solutions de consensus national, pourrait éventuellement
être un indicateur stimulant à ne point occulter à l'entendement de notre mission par la nation sénégalaise, pourquoi pas? À l'inverse des autres missions d'observation qui ont tablé pour la plupart sur l'observation simple de l'organisation du scrutin, laquelle organisation a de toujours été assurée comme de tradition et de belles factures par le ministère de l'Intérieur du pays, en symbiose avec la Commission électorale nationale autonome Sénat. Macky Sall, 100 jours après, quelle perspective pour la jeunesse? C'est le panel organisé par les jeunesses de Benno Bokk Yakaar. Jeunes chercheurs ont pris part à la rencontre, un moment d'échange et de réflexion sur la problématique de l'emploi au Sénégal. Amadou Aramtiam. L'emploi, problématique centrale, est au cœur des préoccupations. Pour les 100 jours de pouvoir de Benno Bokk Yakaar, les jeunes de cette coalition se sont penchés sur la thématique des perspectives de l'ère Macky pour la jeunesse. Après avoir évalué les politiques mises en œuvre en la matière, Abdou Aziz Diop définit un autre axe: repenser la politique de l'emploi à travers ce qu'il appelle la manufacture du bien-être. C'est-à-dire le secteur de la chaussure, le secteur du vêtement, le secteur de l'équipement intérieur des maisons, c'est la menuiserie, c'est également le matériel didactique et des services divers qui intéressent les jeunes, des services de distribution divers qui intéressent les jeunes. On n'a jamais recensé le nombre de jeunes qui initient ces activités-là. En réalité, en posant ce débat, les initiateurs n'ont pas en ligne de mire le bilan des 100 jours du gouvernement. Mais ils veulent mettre le doigt sur un sujet crucial qui intéresse le président de la République. Dans son programme qui s'intitule Yoonu Yokkute, il a dit que la jeunesse fait partie de ses priorités. Et aujourd'hui, quand il fait une jonction entre le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, cela va en droite ligne par rapport à son programme. Pour Latif Coulibaly, l'extraversion de notre tissu économique est le principal frein à l'insertion des jeunes. Nous avons un tissu industriel qui est spécialisé dans l'exportation de matières premières brutes plutôt que dans l'exportation de produits finis à l'étranger. Face à cette situation, le déficit de la balance commerciale mensuelle du Sénégal est de l'ordre de 100 milliards de francs CFA par mois. Vous le cumulez à l'année, ça fait pratiquement 1200 milliards de francs CFA. La formation, l'aide aux initiatives, de même que le suivi-évaluation, voilà quelques pistes annoncées pour aider à réussir une bonne politique de l'emploi. Le Conseil économique et social et le Forum civil institutionnalisent leur compagnonnage. Les deux structures ont signé un accord de partenariat dans ce sens. Ibrahim Assadi. C'est un acte qui vient formaliser la collaboration sincère et permanente qui lie le Conseil économique et social et le Forum civil depuis plusieurs années. Je voudrais réitérer ici toute notre reconnaissance à cette institution pour son ouverture vers la société. Nous sommes constants sur notre position publique sur cette institution. Nous pensons que c'est l'institution de gouvernance par excellence. Notre pays va vers une période de recherche de consensus. Parce que aujourd'hui, même le dernier vote nous l'a montré, nous sommes dans une réalité politiquement très émiettée, très éclatée. C'est des moments où les réformes sont rendues très très difficiles, sauf par le dialogue. Donc, l'institution que vous représentez ici pourrait être un lieu privilégié de ce dialogue. C'est le seul lieu où les acteurs économiques et sociaux se rencontrent avec les politiques. C'est le seul lieu où on peut discuter librement. Ailleurs, les positions sont déjà prises avant d'entrer en séance de délibération. Parce que le fait majoritaire des partisans est présent dans le processus, surtout au niveau de la représentation nationale. Le Conseil économique et social, comptant non seulement sur la qualité de ses ressources humaines internes, entend s'ouvrir aussi aux expertises externes pour bénéficier de leur expérience et renforcer la qualité et la pertinence de ses avis. C'est dans ce cadre que s'inscrit le partenariat que nous allons sceller
aujourd'hui avec le Forum civil dont l'expertise de ses membres et la richesse de son expérience sont d'autant d'atouts qui peuvent impacter sur les activités du Conseil économique et social. En collaboration avec Indagraf, le Forum civil a présenté au Conseil économique et social sa campagne nationale qui vise à bannir l'impunité et faire de la redevabilité une exigence républicaine. La projection d'un film sur l'ANOCI intitulé « Les dessous d'un sommet » intégré dans le cadre de cette campagne contre l'impunité, suivi de débats riches et contradictoires, a mis fin à cette session du Conseil économique et social. Pas de hausse sur le prix du pain. L'assurance est de Ahmed Amar, le PDG de la nouvelle minoterie africaine, se veut formel, même s'il reconnaît des tensions sur le marché mondial du blé. Il s'en explique au micro de Ibrahim Sati. On parle d'augmentation du prix du pain. En tout cas, ce qui concerne la farine, je parle sous le contrôle de mes collègues meuniers. Il est vrai que les marchés sont en feu. La météo n'est pas du tout favorable aux États-Unis et à mer Noire. Dans quelques jours, on sera au mois de Ramadan. Nous disons que ce n'est pas le moment d'augmenter le prix du pain. C'est-à-dire qu'en tout cas, ce qui concerne les meuniers, il n'y a pas d'augmentation. Je confirme qu'il n'y a pas un franc d'augmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme disent les Wolofs, ou waykat yi baykat bi gëm na yàlla moom mu jël juróom suur di xaar taw bu tawul c'est pas de notre faute. Maintenant, le blé est importé. Aujourd'hui, la France, dans 20 jours, ce sera la nouvelle récolte. D'ici 20 jours, il se peut qu'il y ait des changements. Mais pour le moment, je dis que la météo n'est pas favorable. Sur le matif, le blé prend 5 euros, 6 euros par jour. Effectivement, il y a de quoi. Mais pour le moment, je dis qu'il n'y a pas d'augmentation. Donc, je peux vous confirmer que d'ici la Korité, il ne peut pas avoir d'augmentation. Et c'est pourquoi je dis qu'on ne peut rien faire sans l'État. On va discuter avec l'État pour voir sur quel mécanisme jouer pour maintenir les prix. 650 millions de francs CFA, c'est le montant que la coopération belge met à la disposition des mutuelles de santé. Ce projet concerne les régions centres, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Il permettra d'assurer à quelques 10 000 personnes un accès aux soins dans le cadre du processus de couverture universelle. Pour rappel, 2 Sénégalais sur 10 ont une couverture maladie ou Mardia. Au Sénégal, seuls quelques 20% de la population ont une couverture sanitaire. Pour corriger ce déséquilibre, un fonds d'équité est mis en place dans le cadre du programme d'appui au développement de la microassurance santé au Sénégal. Ce fonds d'équité d'un montant d'1 million d'euros devra permettre de prendre en charge dans un premier temps plus de 10 000 bénéficiaires répartis dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack, et prochainement dans la région de Thiès. La couverture universelle signifie que toute personne, au moment où elle en a besoin, dispose de soins adaptés à un coût abordable. Cela suppose donc un accès et un financement équitable. Dans de nombreuses régions du Sénégal, l'obstacle financier paraît insurmontable. Les régions de la zone centre font partie des régions où les populations ont des revenus très faibles. Donc il y a aussi des barrières culturelles où les populations n'ont pas le culte de la prévoyance. La mise en place de ces mutuelles de santé, de ce fonds d'équité, permettrait aux couches vulnérables qui n'ont pas de moyens d'accéder à ces soins de santé. Le programme de coopération belge 2010-2013 a un budget prévisionnel de 21 millions d'euros, soit 14 milliards de CFA, une enveloppe destinée à l'amélioration des soins. L'action de la coopération belge part d'une analyse approfondie du contexte local et s'inscrit dans une vision à long terme et dans une perspective durable. Elle s'accompagne de la mise à disposition de moyens financiers pour aider le Sénégal à concevoir son système de financement de la santé en fonction de la couverture universelle. Ces signatures de convention entre la cellule d'appui au financement de la santé et les mutuelles bénéficiaires constituent le top départ de ce projet ambitieux. Le fonds d'équité que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités des mutuelles et l'amélioration de l'accès aux soins des couches les plus défavorisées. L'actualité très récente aux États-Unis montre à quel point la couverture universelle est une préoccupation des populations et des dirigeants politiques. Le fonds d'équité du PAMAS apparaît comme une fondation sûre pour porter les premiers horizons d'une couverture universelle en gestation.
Omar Diao, le Sénégal risque de perdre plus de 50 milliards de francs CFA cette année dans le cadre de la lutte contre le sida. Cela du fait d'une indisponibilité des données relatives à la pandémie. Les syndicalistes de la santé refusent de livrer aux bailleurs les résultats dont dépendent le financement. Un dialogue de sourds qui porte préjudice aux personnes vivant avec le VIH. Maman Moussagna. À l'image des autres régions du Sénégal, Kolda souffre énormément de la rétention d'informations. Un obstacle majeur au bon fonctionnement du programme de lutte contre le sida. Lors du bilan, on nous avait demandé de faire le point pour les données du 1er semestre 2012 qui ne sont pas encore disponibles. Cela pourrait anéantir tous les efforts consentis par les autorités supérieures. D'autant plus que les financements sont obtenus sur la base de données. Dans cette prise en charge, il y a d'énormes difficultés. L'accessibilité aux médicaments essentiels pour le traitement des infections opportunistes pose problème et la référence des patients au niveau du centre de santé pose problème. Ces 6 derniers mois, cette rétention des données par les syndicats matérialisant la situation épidémiologique a causé de nombreux préjudices aux acteurs de la lutte contre le sida. À Kolda, où le taux de prévalence a atteint 2,4%, le comité de coordination a du mal à évaluer ses résultats. Si les rapports d'activité ne sont pas produits, les partenaires ne sont pas informés. Et si les partenaires ne sont pas informés, vous voyez la conséquence, c'est qu'effectivement, ils se sentiront un peu frustrés par rapport aux fonds qu'ils mettent à la disposition des acteurs sur le terrain. Je pense que le danger dans cette rétention de données, c'est qu'il y a un problème éthique qui se pose. Surtout parce que les malades sont dépistés, doivent être pris en charge et actuellement on ne sait pas qui est malade, qui n'est pas malade. On expose quand même à la mort, au décès, beaucoup de personnes, y compris aussi même des enfants. À Kolda et ailleurs, des négociations ont été menées pour décanter la situation. Une enquête pour boucler cette page santé, l'insuffisance rénale chronique, un réel problème de santé publique au Sénégal. 250 à 300 nouveaux cas sont notés chaque année, soit 10% des malades dialysés. Quelles sont les causes de cette maladie? Existe-t-il des moyens de prévention? Comment se fait une dialyse? Autant de questions auxquelles notre reporter Abasso a essayé de trouver réponse. Voici son enquête. Des générateurs de dialyse qui tournent à plein régime, des patients obligés d'épurer leur sang 2 à 4 séances par semaine. Difficile certes, mais la santé n'a pas de prix. L'insuffisance rénale chronique est une maladie à cause multiple. La cause de l'insuffisance rénale aiguë la plus fréquente au Sénégal, ce sont les femmes qui accouchent et qui ont des problèmes, soit de convulsions, soit d'hémorragie. La deuxième cause, c'est le paludisme sévère. Le paludisme sévère aussi donne des insuffisances rénales aiguës, en tout cas dans notre pratique. Et puis, il y a les médicaments traditionnels qui sont pris de manière inconsidérée et qui nous causent vraiment beaucoup de problèmes. Ça, nous ne le répéterons jamais assez. Par contre, l'insuffisance rénale chronique, les causes parlent, que ce soit ici ou en Europe, l'hypertension et le diabète.